Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Letarte, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vidéoliste va essayer de faire une vidéo courte. C'est pour donner mes premières impressions sur le premier PBTA que j'ai pu jouer dedans. Donc, ouais, ma première expérience PBTA. C'est ça que je vais vous partager. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu de la table que j'avais. On va parler aussi un peu des PBTA, Powered by the Apocalypse, juste au cas où vous ne savez pas c'est quoi. Peut-être juste une petite présentation rapide par rapport à ce que j'en sais. Puis, je vais vous parler du jeu puis de la partie en tant que telle, de la façon que ça s'est déroulé. Donc, c'est mes impressions sur mon premier PBTA. Donc, la table en tant que telle. Bon, c'était dans le cadre du Méga de Montréal. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, j'ai pu essayer ça avec... chichoyer, j'ai pu essayer ça avec vraiment du monde qui aime ça puis qui connaissent ça. Fait que c'est sûr que j'étais très bien entouré. Je ne pouvais pas demander mieux pour être introduit à ces jeux-là. Vincent Quigley, qui était le maître de jeu, un vrai passionné de ce système de jeu-là. Christophe Bresse, aussi un grand promoteur du système, donc j'étais avec lui. Marc Vallière, qui en fait beaucoup, il en parle beaucoup lui aussi. Et Philippe Gamache, je pense qu'il en a fait pas mal aussi. Donc, tu sais, ça c'est bon. C'est ça, tous des gens qui font partie du podcast des Aventureux. Ils ont aussi des chaînes YouTube. Trois d'entre eux, Vincent, c'est Tiraneuil, Christophe Pilule Rouge, Marc, mon oncle Marc. Donc, c'est ça, c'est du monde à qui vous pouvez poser des questions et qui sont présents sur le web. Bon, ceci dit, avec eux, c'est clair que c'était pour être bon. Parce que c'est des bons joueurs. Okay? C'est du monde agréable avec qui jouer. Tu es sûr que tu vas avoir une partie que tout le monde va donner du sien pour faire en sorte que ça fasse une belle game. Okay? Fait que c'est clair que moi, je partais avec une valeur sûre ici. Fait que pour moi, c'était déjà gagné, juste avec ça. Le jeu PBTA, Powered by the Apocalypse, propulsé par l'Apocalypse. Au cas où vous ne savez pas c'est quoi, c'est un système de jeu qui est dérivé d'un jeu qui s'est appelé Apocalypse World. Il existe encore, un jeu post-apocalyptique. C'est juste que le système de jeu était relativement révolutionnaire, en fait. C'est différent de, mettons, notre classique Donjons et Dragons. Là. On est loin de ça. Ça met l'emphase ailleurs, en fait. Mettons, Donjons et Dragons et bien souvent les jeux de rôle plus traditionnels, c'est comme un semblant de gestion de ressources, si on veut. Là. Tandis que Powered by the Apocalypse, ça va plus faire la lumière sur l'histoire des personnages, puis l'histoire en général de qu'est-ce qu'ils vivent. Ça se situe plus au niveau personnel des chacun des personnages, puis de l'histoire en général. C'est l'impression que ça me donne. Puis il y a tellement eu un engouement pour Apocalypse World qui en est sorti plein de jeux sur plein de thèmes différents. Dont probablement le plus populaire s'appelle Dungeon World, qui évidemment émule un médiéval fantastique, mais avec ce système-là. Donc, il y a vraiment plein de jeux différents. Puis, c'est ça. Moi, le jeu dans lequel j'ai joué, le titre est en bas, j'avoue que je ne m'en souviens pas là, mais je vais l'avoir écrit en publiant cette vidéo-là. On était des petits animaux qui gardaient une forêt. Des petits animaux intelligents, là, genre qui ont du linge puis des armes. Ça peut faire penser à Mars Guard, la bande dessinée, au jeu de société Mice and Mystics, peut-être deux références. Là. OK. C'est ça la prémisse. Bon. Ça, c'est le jeu qu'on a joué. Ça se peut que je fasse beaucoup référence à des petits animaux avec du linge, mais faites-vous-en pas par des jeux propulsés par l'Apocalypse, pas rien que des petits animaux intelligents. Là. C'est de tout. Il y a de la science-fiction là-dedans, de l'horreur, du super-héros. Tous les gens ont été touchés avec des jeux avec ce système-là. OK. Donc, nous, le jeu, c'est ça. C'était les petits animaux, les petits rongeurs de la forêt qui les protègent. Le maître de jeu, Vincent, lui, en tant que tel, n'a pas préparé de façon, comme, mettons, traditionnelle, si on veut, son aventure. Il n'a pas fait une map avec des monstres dedans, puis, un boss, puis une intrigue, il n'a rien fait de tout ça. Lui, sa préparation, de ce que je comprends, c'est qu'il a pris connaissance du document, du jeu. Le jeu te propose une recette pour émuler un genre. Là, on veut émuler des gardiens de la forêt, genre des forestiers, mais animaux. Des petits rongeurs qui gardent la forêt, OK? Donc,
tout le jeu est monté en fonction que c'est ça qu'on va jouer, tu sais. Déjà, en partant, lui, il prend connaissance de ça. C'est comme un document qui t'explique la mise en contexte, mais sans aller dans les détails du monde, parce que les détails ne sont pas encore créés. Donc, c'est une façon de faire. Lui, dans le fond, son aventure, il part pas avec une idée préconçue. Le jeu, ce qui encourage, entre autres, c'est l'aventure va se dévoiler en juin, mais pour tout le monde, incluant le maître de jeu. Autrement dit, le maître de jeu est là à composer avec la façon que l'aventure avance. C'est de l'impro, mais c'est juste que c'est de l'impro avec une certaine direction. Une certaine direction pour nous inspirer. OK? Les personnages là-dedans, on avait comme des personnages comme des pas des prétirés. C'est ça qui arrive dans le jeu qu'on avait. Je pense que c'est même dans tous les jeux de ce type-là. C'est comme ce qu'ils appellent des playbooks, des genres de livres qui expliquent. Ça fait penser à des classes de personnages. Mettons, si on compare Donjons et Dragons. Okay? Chacun des livrets présente un type de personnage. Puis dans le livret, t'as une idée de dans quoi qui est bon. Tu sais, t'as déjà des caractéristiques. Puis aussi, t'as ce qu'ils appellent des moves. J'appelle ça, en français, j'appellerais ça des manœuvres. Là. Il y a peut-être un terme plus officiel là, en français, mais c'est ça. T'as des manœuvres qui sont propres à ce personnage-là. Parce que dans le jeu-là, ça marche avec des manœuvres. Quand tu vas rouler des dés, c'est que tu utilises une manœuvre qui est prédéterminée. On va vous expliquer ça un peu plus tard. Il y a des manœuvres qui sont comme classiques, que tout le monde peut faire. Puis tu as des manœuvres qui sont propres à chacun des personnages. Fait que tu regardes les manœuvres disponibles pour le type de personnage, tu prends celle qui t'inspire le plus, puis là, à travers ça, dans la création, tu vas choisir des manœuvres. Tu les as pas toutes en partant, mais tu peux commencer, comme tu peux en choisir. T'sais. Puis c'est ça, la façon que les personnages se créent, il n'y a pas beaucoup de chiffres sur la feuille. Tu as les caractéristiques. En tout cas, nous autres, le jeu qu'on avait, il y en avait 4 caractéristiques, puis c'était des petits chiffres. T'sais. Fait que c'était pas... c'est pas bien compliqué au point de vue mathématique. C'est plus au niveau de que tu décris ton personnage. Tu lui trouves un nom, c'est quoi qu'il y a dans les mains comme arme. T'sais, mais l'arme n'a pas d'incidence tant que ça sur la mécanique de jeu. C'est plus comme pour mieux le décrire, plus savoir comment il fait ses affaires. Tu vas comme décider un peu son tempérament, des choses comme ça. Il y a même un petit paragraphe troué. Genre, t'as des phrases, puis t'as des places pour mettre des noms. Mais c'est pour mettre les noms des autres personnages. Puis dans le fond, tu décides quel nom tu mets là. Parce que c'était, mettons, moi, mettons, sur ma feuille, c'était écrit, j'ai bien connu les parents de... Là, tu mets le nom d'un personnage. Fait comme ça, tu sais, c'est ça, c'est comme des... J'imagine que tu peux changer un peu ça, mais c'est pour suggérer un peu une relation, puis toujours dans l'esprit dans l'esprit de ce que c'est supposé être, c'est-à-dire des petits animaux qui gardent une forêt. Okay? Le but, c'est ça, c'est d'émuler le genre. Tu crées à travers ça, mais tu as comme ta recette. Si tu veux faire ça, des petits animaux qui protègent une forêt, tu as toute ta recette. T'sais. Je pense que toutes les... Là, je parle des animaux qui protègent la forêt, mais c'est un truc de science-fiction, mais probablement qu'il y a une thématique, un angle de la science-fiction qui va être traité. Si je prends leur jeu qui est très populaire, Masks, The New Generation, c'est un jeu de super-héros, mais il y a un angle. Il y a un angle, c'est-à-dire qu'on joue des adolescents qui vivent leur crise d'adolescence tout en étant des super-héros. C'est ça que j'ai compris. Là. Je pense que c'est plus compliqué que ça à expliquer, mais vous voyez le genre. C'est pas... C'est ça. Tu peux pas jouer tout de suite Superman puis Batman des adultes accomplis là, dans Masque. Non, tu joues un adolescent. Fait que tu sais, les playbooks, puis les choix que tu fais, puis la façon que la feuille de personnage va te diriger, ça va être comme que tu crées un personnage de ce type-là. C'est bon jusque-là? Bon, ensuite, c'est ça. Fait que une fois que ton personnage est fait, là, il y a comme une discussion, en fait, qui s'engage avec le maître de jeu. C'est ça, une grosse partie du jeu tourne autour de la discussion avant qu'on parte à l'aventure. Parce que le maître de jeu, comme j'ai dit, il n'a pas rien préparé, il n'a même pas fait de carte. Mais lui, dans ses feuilles à lui, il y a comme des questions, il y a comme des trucs. Lui aussi, il y a comme j'appellerais ça un texte troué, c'est probablement pas ça, mais tu sais, il y a comme des questions, il y a des choses, des questions qu'il va nous poser, tu sais. Puis ce qu'il va nous poser, ce qu'on va donner comme réponse, on va comme donner les détails du monde dans lequel on va jouer. C'est rien qu'une petite map, on fait pas tout le monde puis la cosmologie là, en une demi-heure, là, on fait juste comme la map de la région où on est. Fait
que là, il faisait le tour, il envoyait des questions à un joueur et à un autre, puis il fallait répondre selon le point de vue de notre personnage. Fait que, on pouvait raconter une anecdote, un événement marquant qu'il y a eu dans ce monde-là. C'est qui dirige, de quelle façon qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il y a à l'est, qu'est-ce qu'il y a à l'ouest, pourquoi que c'est là. Puis c'est des questions qui nous font réfléchir, mais puis en même temps, ça nous place en contexte. On peut pas dire qu'on connaît pas le monde dans lequel on joue, parce qu'on n'a pas lu le livre, parce qu'on est en train de le créer. Ça aussi, c'est cool. C'est intéressant. Je pense que c'est le fun de voir ça parce que tu te sens bien plus interpellé par un monde dans lequel tu as comme inventé de quoi. Là, du moins, c'est plus garant de ton implication en tant que joueur. Puis tu sais, t'es tout fier quand on l'utilise dans le game. Ah oui, c'est moi qui ai pensé à ça, de mettre une roche là, tu sais. Une roche magique, tu sais, bon, c'est ça. Mais le maître de jeu, lui, pendant ce temps-là, il écoute tout ce qu'on dit, là. Puis, tu sais, il prend des notes. Puis, tout ça, on prenait des notes. Fait que Vincent prenait des notes, c'est ça. Parce que dans le fond, il commençait à se faire, lui aussi, des liens dans sa tête pour nous proposer des trucs quand l'aventure va commencer. Ceci dit, toute la map est faite avec ce qu'on a dit, la discussion, notre interaction, et voilà. Et là, on part à l'aventure, puis là, on tombe dans du jeu de rôle plus comme on le connaît, c'est-à-dire maître de jeu, joueur, l'interaction entre les deux. C'est juste que le maître de jeu, l'implication des joueurs est très importante ici. Donc, le maître de jeu va comme... Il carbure par qu'est-ce qu'on dit et qu'on amène, t'sais. Donc, c'est ça. Jusque-là, c'est assez organique comme façon de faire. C'est très intéressant. Ça donne des aventures assez uniques. Justement, c'est de la surprise pour tout le monde à mesure qu'on joue. Le système de jeu, comme je disais, ça marche avec des manœuvres. Très simple. C'est 2d6. Il faut que tu pognes le plus haut possible. Il y a comme 3 paliers de réussite, si on veut. Là. Si tu pognes 10 ou plus, tu peux avoir des modificateurs qui augmentent ou réduisent ton résultat. Mais en gros, si tu pognes 10 ou plus, c'est une réussite parfaite. Là, ce que tu dis que tu allais faire, tu vas le faire. Peut-être même avec certains avantages. Donc ça c'est bien. Si tu as entre 7 et 9, ben, c'est une réussite partielle. C'est-à-dire que tu peux réussir ce que tu fais, tu peux comme compléter l'action que tu faisais, mais il va y avoir une contrepartie. Il va y avoir quelque chose, l'ennemi ou l'obstacle à franchir, il va te faire subir quelque chose, ou il va y avoir comme peut-être un danger qui va se rajouter dans l'aventure. C'est ça, c'est pas une réussite totale. Si c'est moins, ben là, peut-être que tu vas réussir ton affaire pareil, mais c'est clair qu'il va y avoir de quoi qui va nuire au groupe, qui va nuire à l'avant, qui va nuire au personnage. Et c'est ça. C'est tout le temps des affaires, par contre. Il faut que le maître de jeu amène des problèmes intéressants. Des problèmes difficiles, ouais, mais des problèmes intéressants. Des choses qui font avancer l'histoire. Ça se peut aussi que tu rates complètement ton action, mais il n'y a pas... C'est ça. En principe, c'est pas tant est-ce que tu réussis ton action, c'est est-ce qu'il y a de quoi, est-ce qu'il y a une conséquence qui vient avec. C'est l'impression que ça me donne le système de jeu. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a toujours de quoi qui est en mouvement dans l'histoire. Ça t'oblige à toujours amener quelque chose. Que ça ne soit pas juste un « Ah, t'as pas réussi ». Tu essaies de grimper, ah, tu rates ton jet. Tu veux-tu le refaire? non, c'est pas de même que ça marche. Faut toujours qu'il y ait de quoi. Ça, c'est intéressant. C'est ça, quand tu joues, ben, tu utilises une manœuvre. Dans la manœuvre, c'est décrit bien souvent qu'est-ce qui se passe quand tu as 10 et plus, 7 et 9, 6 et moins. Il y a comme une description de ce qui va se passer. Donc, tu as une idée de comment ça se déroule. C'est pas trop fermé. Je veux dire, ça ouvre tu peux quand même beaucoup imaginer de choses par rapport à ce résultat-là. C'est juste que mécaniquement, il peut y avoir une conséquence. Tu as aussi des points, des espèces de jetons que tu mets au milieu de la table, qui peuvent être utilisés pour aider à faire des jets de dés. Pour pouvoir les utiliser, par contre, c'est pas un joueur qui dit « Hey, moi, je me prends un point ». C'est les autres joueurs qui disent « OK, on est prêt à t'aider ». Fait qu'ils prennent le jeton, ils l'enlèvent, mais en l'enlevant, ils ne font pas juste dire « Je prends le jeton ». Il faut qu'ils décrivent qu'est-ce que leur personnage est en train de faire actuellement pour aider. Fait que, il faut que ça fitte dans l'histoire. Ça aussi, c'est pas mal le fun.
Là-dedans, ça marche pas avec des points de vie ou des choses comme ça. Tu marches avec des états. T'es blessé, t'es fatigué, t'es fâché, t'es démoralisé. C'est des choses de même. C'est des états qui te sont attribués si tu rates vraiment des jets de quelque chose. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, pas juste en combat. Des fois, c'est toi-même qui te les mets parce que tu as pogné un 7 ou 9. Vous voyez? C'est là qu'on peut voir une conséquence d'un juste pogné entre 7 et 9. Comme un exemple. Mon écureuil, on était pris dans une embuscade. Mon écureuil, ouais, je vois un écureuil, a décidé de grimper un arbre et sauter dans un trou pour se protéger en avertissant ses amis de venir, de le suivre. J'ai pogné entre 7 et 9 faire cette manœuvre-là. Ça veut dire que je subissais une conséquence. Mais c'est moi qui décidais. C'était pas le maître de jeu qui disait tu pognes ça, c'est moi qui décidais quel état, en fait, que je pognais. J'aurais pu dire, ouais, je suis blessé. J'ai reçu une lance dans la cuisse, aïe aïe. Mais j'ai décidé plutôt, non, je vais être fâché. Hein? Je vais être un écureuil fâché parce que je suis. Là, c'est ça, c'est le fun parce que tu décris, tu dis, parce que là, je suis fâché noir, là. Moi, je suis insulté de m'être fait pris dans une embuscade, c'est inacceptable. Là, je suis fâché. En étant fâché, c'est écrit sur ta feuille. T'sais, ça peut t'inspirer ta façon de jouer ton personnage le temps que tu es fâché. Ça peut. Mais en même temps, il y a des conséquences mécaniques. Il y a certaines manœuvres qui vont être affectées par le fait que tu es fâché. Au même titre que tu as des manœuvres qui vont être affectées par le fait que tu es blessé. Okay? Ça marche de même. Donc, c'est des états qui vont comme s'ajouter à l'histoire de ton personnage, à comment ce qui est, de quelle façon il va être joué. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, je disais que c'est pas comme une gestion de ressources comme à la Donjons et Dragons, tu sais, il me reste tant de points de vie, il me reste 2 potions, tu sais, non, c'est plus général que ça, c'est plus comme l'histoire en général. C'est ça. Écoute, j'ai aimé ça, OK? J'ai vraiment aimé ça, c'est un bon système de jeu. Je peux comprendre l'engouement, je peux comprendre qu'il y a des gens qui triplent là-dessus, parce qu'en effet, ça met l'emphase sur... Ça supporte l'emphase sur l'histoire du personnage. On peut avoir tout ça dans n'importe quel jeu de rôle, OK? Ce qu'il y a dans le propulsé par l'Apocalypse, c'est juste que mécaniquement parlant, c'est pas nécessairement supporté par le jeu. Tu le fais parce que tu le fais. T'sais. Moi, tu sais, dire faire des dramatiques de personnages entre eux autres, écoute, je fais ça depuis toujours, même si j'avais pas de mécanique. Mais c'est le fun de voir une mécanique, des fois, qui va supporter le fait que, oui, t'es fâché, fait que il y a de quoi qui se passe par rapport à ça. T'sais, la mécanique est prévue pour ça. Tu n'as pas à l'inventer, elle. T'sais. Fait que ça, c'est quand même pas mal. Je suis capable de voir les vertus de ce jeu-là facilement. T'sais. Juste l'échange entre tes personnages, l'interaction que ça crée, c'est très sain tout ça. Ça permet de collaborer sur ça. T'sais, le jeu est pensé en fonction que tu vas collaborer. Fait que ça, c'est pas mal cool. Je suis capable de voir les vertus au niveau... comment je pourrais dire? Mettons quelqu'un, là, quelqu'un qui apprend à faire du jeu de rôle, quelqu'un qui sent qu'il aurait besoin de se sentir plus organisé au niveau du jeu de rôle. Il fait du Donjons et Dragons, Pathfinder, mais il y a de la misère à mettre la main sur de quelle façon sa campagne va avancer, ça part un peu de toutes les directions, les joueurs font des personnages qui n'ont pas rapport, bon, des fois ça arrive, là. Mais je trouve que ça vaudrait la peine que ces gens-là essayent un jeu propulsé par l'Apocalypse. Pas besoin de prendre le plus gros Dungeon World, là, tu sais. Si c'est juste pour essayer, il y en existe des plus petits. Prenez-en un, puis il y a peut-être de quoi apprendre là-dedans. Parce que, comme je disais, il y a une recette. Tu sais, tu veux émuler ce genre-là. Tu veux émuler des adolescents super-héros. Tu as la recette. Tu veux émuler des petits animaux dans le bois qui sont des gardiens de la forêt. Ils se partent pas d'une école de magie ou une école de cuisine, là. Ils sont des gardiens de la forêt. C'est ça. Le jeu est spécifique. Fait que, tu sais, ça te donne des exemples. Qu'après ça, t'en fais ce que tu veux. Tu sais, tu peux revenir à ton jeu de rôle en ayant appris d'un propulsé par l'Apocalypse pour dire, OK, moi, j'aimerais que ma campagne prenne cette direction-là. Fait que voici quelques affaires que je peux mettre en place juste pour encourager les joueurs à aller dans cette direction-là. Ça se peut qu'en essayant ça, que l'essayer, c'est l'adopter. Il y en a qui, puis il y a plein de gens qui ont fait ça, tu sais, qui ont découvert les propulsés par l'Apocalypse, puis ils trouvent ça tellement bon qu'ils ne jurent que par ça. C'est correct aussi. Mais, tu sais, qu'on devienne complètement converti ou non, il y a peut-être de quoi aller chercher là. Mais c'est ça. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un petit quelque chose à aller chercher là. Ce qu'il faut savoir de ces jeux-là, par contre, comme je dis,
comme je l'ai mentionné à quelques reprises, ce jeu-là sait ce qu'il veut être. OK? Comme je te dis, ça émule un genre précis. OK? C'est écrit sur la boîte qu'est-ce que ça va faire. Donc, c'est pour le public averti. Si ça ne te tente pas de jouer des petits animaux dans le bois, peut-être que ton implication ne sera pas à son meilleur. Tu vas peut-être vouloir déconner plus que d'autres choses. Je suis capable de malheureusement imaginer du monde qui décrocherait. Parce que c'est ça. Fait que il faut que tu joues avec un joueur qui a une certaine maturité. Ça demande une certaine maturité des joueurs aussi. Une maturité et une volonté de bien faire les choses. Et c'était le cas. Vous dire, la table que j'avais, c'était tout du monde qui avait la volonté de bien faire les choses. On s'entend. Moi, là, jamais j'aurais pensé un jour faire un jeu de rôle que je jouais à un écureuil. Ça m'a été proposé, puis j'ai dit oui, parce que je sais que je suis un joueur. Je suis capable je me considère comme un joueur assez sérieux pour dire, OK, j'embarque dans une expérience de même, puis je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire ça dans le but de contribuer à cette table-là, puis de rendre l'expérience positive pour tout le monde. Me rendre l'expérience positive et rendre la leur positive. T'sais. Puis le jeu est là pour ça. Fait que si tu es capable d'être moindrement mature et à ton affaire et que tu es prêt à faire le genre qui est prévu pour ce jeu-là, voilà, ça vaut la peine d'essayer ça. T'sais. C'est pas mal mon analyse, là, en gros, de ma première expérience de PBTA. Écoute, j'ai dit bien des affaires, là. C'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre sur ce jeu-là. Il y a des chances que je rejoue à ça un jour, ouais. Possiblement que ces gars-là, qui sait, je pense qu'on se croise en ligne ou dans des conventions assez souvent pour dire que peut-être que je vais rejouer à du PBTA avec eux autres. Mais, écoute, si vous avez des questions, c'est pas à moi qu'il faut les poser, premièrement. Il faut les poser à Pilule Rouge. Christophe. On va essayer de mettre le lien en bas. Donc, c'est ça. Donc, dans ce matin neigeux, où toutes les routes glissent, je vous dis que mon nom est François Letarte pour JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.